Bonjour et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous avais promis une surprise, elle est là. C'est le premier épisode où j'arrête mon monologue et j'ai enfin de la compagnie. Cet épisode et tous ceux avec des invités seront peut-être un peu plus longs que les autres. On va plus en profondeur en laissant l'invité s'exprimer. Et quel invité j'ai là aujourd'hui ? Je la présente comme ma grande sœur. C'est grâce à son école que j'ai eu le courage de venir m'installer en Guinée-Bissau, en projetant avec confiance de pouvoir élever mes futurs enfants selon les valeurs qui me parlent. Et nous voici 6 ans après avec mon fils qui fleurit comme une graine de vie bien semée et bien arrosée. C'est ma confidente, c'est elle qui m'a donné mon premier boulot rémunéré et surtout la flexibilité de pouvoir faire tous les autres projets que j'ai à côté. Ça fait 17 ans qu'elle vit en Guinée et le poste de ministre de l'Éducation l'attend sous le gouvernement Guinétopia. Même si je pense que ce serait vraiment gâcher son talent, je la veux plutôt comme DG de l'enseignement primaire pour être sûre que tout soit bien carré dans toutes les écoles du pays. Bref, j'aime énormément cette grande dame au grand cœur. Je vous présente Madame Charlotte Chevalier, directrice de l'école Montessori Semente di Vida de Bissau. Bonjour Charlotte et merci infiniment d'être là. Bonjour Diana, merci pour ton invitation. Alors Charlotte, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous faire un résumé de ta vie, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené en Guinée-Bissau? Je suis née en France, j'ai grandi en partie entre Montpellier et Paris, et puis l'Irak où j'ai passé mon enfance, la partie de l'école élémentaire, donc là où j'ai tous mes premiers souvenirs. Ensuite, beaucoup plus tard, j'ai étudié à Paris, à la Sorbonne Nouvelle, où j'ai passé un master en économie, gestion et anglais, littérature et civilisation étrangère. Et ensuite, après une première expérience professionnelle dans le milieu de la mode, j'ai repris des études pour enseigner le français comme langue étrangère et je me suis installée à Lisbonne où je suis restée 3 ans à enseigner à l'Alliance française. Et puis, vraiment par hasard, par des amis, j'ai su qu'une petite école française en Guinée-Bissau cherchait un prof de français volontaire et je me suis portée candidate et je suis arrivée à Bissau le 3 décembre 2007. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et oui, comme tu l'as dit, ça va faire bientôt 18. Donc à mon arrivée, j'ai finalement assumé la coordination de la maternelle et l'enseignement du français. Et puis j'ai découvert la vie à Bissau, un pays que je ne connaissais pas, que je ne savais pas situer sur une carte. Et comme disent les Québécois, je suis tombée en amour avec cette terre rouge et ce pays d'eau. Et voilà aussi pourquoi j'y suis restée et j'y suis toujours. J'ai renouvelé mon volontariat une fois et en juin 2010, j'ai décidé de rester à Bissau, tenter d'autres expériences professionnelles où j'ai travaillé comme enseignante et pour des ONG, la formation de formateurs sur le terrain avec des diagnostics participatifs, même un travail de comptable. Ok, très bien. C'est un joli parcours. Au final, on voit comment tu as pu arriver jusqu'ici. Comment t'es passé du coup du volontariat à l'école René Descartes? Alors à l'été 2012, l'administrateur de l'école René Descartes m'a contacté pour me proposer la direction de l'école. Alors j'avais déjà reçu une proposition de travailler pour un projet de l'Union européenne. Et puis, j'ai longuement pesé le pour et le contre et je me suis souvenue que c'était cette école, du moins son ancêtre, qui m'avait fait venir à Bissau. Et puis, j'étais déjà maman d'un petit garçon et je me suis dit que j'étais sans doute la meilleure candidate pour offrir une bonne éducation à mon fils. Et donc, j'ai accepté de relever le défi. Ça a commencé dès septembre 2012. Ok. Sous ta direction, la maternelle René Descartes a toujours été menée en pédagogie Montessori et tu continues aujourd'hui avec l'école maternelle qui s'appelle Semente di Vida. Pour tous ceux qui ont vécu dans une caverne ces 20 dernières années et qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, déjà, vous devriez faire pause et aller écouter les épisodes précédents. Mais en plus, est-ce que tu peux nous faire une présentation de cette fameuse méthodologie Montessori qu'on entend de plus en plus, s'il te plaît? Oui, j'ai vraiment découvert Montessori un peu par hasard parce que j'étais vraiment dans une démarche de tâtonnement. Je voulais améliorer l'école maternelle et comme ça, je cherchais aussi les moyens de rendre les enfants plus autonomes
parce que le système de l'école à l'époque était le CNED et on exige des enfants une grande autonomie dans leur apprentissage. Et au hasard de mes recherches sur Internet, je suis tombée sur une TED Talk de Céline Alvarez, linguiste, qui s'est beaucoup intéressée aux travaux de Maria Montessori et qui a mené une expérience dans une maternelle à Gennevilliers en France durant 3 ans où elle a obtenu des résultats formidables. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Et c'était une évidence. Donc, à partir de là, en parlant autour de moi, je me disais, il faut absolument qu'on se forme et enclencher la transition. Puis, j'ai une très bonne amie belge qui a proposé de se former en Europe et de former l'équipe en retour. Donc, on a tous reçu la formation et à la rentrée de 2014, la maternelle est devenue la maison des enfants de Bissau. Et puis 2 ans après, nous avons ouvert la communauté enfantine pour les enfants de 18 mois à 3 ans. En quelques mois, nous sommes passés d'une maternelle chaotique à une ambiance préparée avec soin, où les enfants nous ont montré qu'ils sont capables de concentration extrême dans la joie et l'enthousiasme, pour peu que leurs besoins d'apprentissage soient respectés. Ça, c'était pour t'expliquer un petit peu comment la maternelle de René Descartes est devenue montessorienne, et ce, jusqu'à la fin. Alors, la philosophie Montessori ou l'approche pédagogique de Maria Montessori, elle n'est pas nouvelle. Elle a plus d'un siècle d'existence, puisque Maria Montessori est née à la fin du 19e siècle. Elle était première femme médecin en Italie et elle a repris des travaux de médecins, Jean Itard, Édouard Seguin et d'autres, pour travailler avec des enfants déficients intellectuels. Et elle s'intéressait à la psyché de l'enfant, au développement intellectuel de l'enfant. Et elle s'est rendue compte qu'en utilisant les mêmes moyens, c'est-à-dire le même matériel scientifique, avec des enfants dits normaux, et bien que ça fonctionnait encore mieux. Donc non seulement ça fonctionnait avec des enfants qui avaient des retards, mais ça marchait extrêmement bien avec des enfants dits normaux. Et c'est de là qu'elle a théorisé sa proposition pédagogique. Et elle a eu de cesse que d'observer les enfants toute sa vie. Elle a vraiment passé sa vie à observer des enfants et dans le monde entier. Elle a vécu très longtemps en Inde, où elle a énormément essaimé. Aujourd'hui, l'Inde, c'est un pays qui compte plus de 4 centres de formation de l'association Montessori Internationale que Maria Montessori a créé de son vivant. C'est la seule chose qu'elle ait vraiment léguée, puisqu'elle n'a pas protégé son nom, elle n'a pas déposé comme marque. Montessori, ce n'est pas un label. C'est vrai qu'on entend énormément de choses aujourd'hui où tout est estampillé Montessori comme si c'était un gage de qualité ou entre guillemets de réussite de l'enfant. Acheter un jouet, et maintenant je sais qu'il n'y a pas de jouet Montessori, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, dans la philosophie de Maria Montessori, il n'y a pas de jouet. Donc déjà, ça devrait tiquer dans la tête des parents de se dire que tout et n'importe quoi Montessori, c'est juste peut-être du commercial et pas spécialement. Oui, ça fait vendre, absolument. Mais Montessori, c'est bien autre chose. C'est pas récent et c'est toujours considéré aujourd'hui comme une méthode alternative ou moderne, ce qui en dit beaucoup sur l'archaïsme des systèmes éducatifs nationaux. Et c'est quand même triste de se dire que aujourd'hui, pour une méthode entre guillemets, qui a plus d'un siècle, de se dire que c'est que maintenant qu'on s'en rend compte, c'est que maintenant que ça tilte dans la tête des gens. Il y a une grande réflexion, j'allais dire, dans le monde occidental sur la parentalité, sur l'éducation depuis plusieurs années. Et puis avec les progrès des sciences cognitives et des neurosciences, on sait aujourd'hui comment le cerveau du petit être humain apprend. Et en fait, ce sont les scientifiques qui ont validé toutes les observations que Maria Montessori a pu faire bien avant qu'il y ait d'imagerie cérébrale et qu'on puisse identifier les zones cérébrales qui réellement sont touchées lors de l'apprentissage. Enfin, elle a mené une démarche scientifique. Elle était non seulement médecin, mais anthropologue, psychologue, et elle a été dans cette démarche absolument toute sa vie. Donc oui, ces travaux reposent sur des observations sérieuses et c'est aussi une recommandation et une demande à tous les enseignants montessoriens, c'est d'observer l'enfant. Et en effet, quand on se met en retrait et que l'on observe l'enfant, il y a des clés qui se présentent à nous. Et pour revenir un petit peu en arrière, aujourd'hui, c'est la seule méthode dite alternative qui offre des réponses pédagogiques qui tiennent compte des besoins de développement de l'être humain,
de sa naissance à sa maturité. Donc ça, c'est vraiment la grande, je dirais la grande force de cette approche. Elle tient compte des besoins de développement de la personne à tous les âges. Les besoins sont bien entendu différents chez un enfant de 3 ans, chez un enfant de 12 ou de 18. Et donc, les propositions pédagogiques sont également différentes. Après, les principes sont les mêmes. On a toujours un environnement préparé, une certaine posture de l'adulte, je pense que j'y reviendrai après, le mélange des âges pour favoriser des interactions entre plus jeunes et plus âgés et la présence importante de matériel scientifique. Alors, Montessori, il s'agit en fait d'auto-éducation. Bon, ça pourrait faire peur comme ça. On disait ah mais non, mais les enfants vont pas s'auto-élever et s'auto-éduquer comme des plantes. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ce n'est plus l'adulte qui se trouve au centre de l'enseignement, mais l'adulte devient un guide, un soutien. C'est lui qui est responsable de cet environnement préparé. C'est lui qui est responsable de présenter au bon moment le bon matériel à l'enfant. Donc, c'est une immense responsabilité. Et c'est grâce à son observation qu'il va savoir si, ah tiens, cet enfant, il est prêt pour tel matériel. Donc, c'est le bon moment. Qui s'éduque, finalement, c'est l'enfant lui-même par sa propre activité. Alors, chez un tout petit, ça va être la manipulation et la répétition à l'envi, qui a un besoin du petit enfant, d'un certain type de matériel. Et chez un enfant peut-être plus grand, à l'élémentaire, c'est déjà cette dynamique de recherche. Un enfant à l'école primaire pose énormément de questions. Le monde le fascine. Il est d'une curiosité sans fin. Et si on lui donne, si on nourrit cette curiosité, il va apprendre tout seul, sans qu'on le lui impose en fait. C'est pour ça qu'on parle d'auto-éducation et ça marche bien mieux. On n'a pas besoin de notes, on n'a pas besoin de sanctionner un apprentissage et on a des enfants qui apprennent avec joie, avec facilité, avec enthousiasme. Au moins jusqu'à 6 ans, on a cet esprit absorbant qui est actif. Et ensuite, sur ces bases-là, l'enfant et le jeune adulte continuent d'apprendre en fait. Et c'est l'éducation à la vie, c'est toute la vie qu'on apprend. Et c'est une posture en fait face à la vie. Et ce qui est très étonnant, c'est que finalement, Maria Montessori, elle a, là où on pourrait vraiment qualifier sa proposition de révolutionnaire, c'est vraiment cette posture de l'adulte. C'est-à-dire que elle disait que l'enseignant aura atteint son but lorsque les enfants travailleront en sa présence, mais sans lui. C'est vrai, c'est pas du tout le schéma qu'on a nous, c'est maîtresse, maîtresse. Est-ce que toute la journée au final? Même si je fais ma petite activité moi toute seule, mais tout de suite j'attends la validation. Oui, dans l'enseignement traditionnel, c'est l'enseignant qui est actif. C'est un peu la star de sa classe. Et c'est sur ses épaules que repose tout l'enseignement. Dans l'approche Montessori, c'est l'enfant qui est actif. Et l'adulte, il est dans une posture de service. Il se met au service de l'enfant. Donc ça demande une humilité à laquelle on n'est pas habitué. Parce que l'adulte, dans ce monde, c'est un adulte qui contrôle, qui veut toujours avoir raison, qui valide ou non, Complètement, complètement. qui juge. Oui. Donc ce qui fait que, voilà, pour prendre un exemple très très basique, on va avoir des enfants qui dessinent pas pour le plaisir de dessiner, mais qui vont dessiner pour faire plaisir à l'adulte et qui n'émettront contentement vis-à-vis de leur dessin que si l'adulte leur envoie un message positif. Est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que... Ouais. Donc l'enfant recherchera et est habitué, dans le système plus traditionnel, à la validation de l'adulte en permanence. Qu'est-ce que ça donne plus tard? Des adultes qui ont besoin de la validation d'autres adultes en permanence. Complètement. Donc pas tellement d'indépendance d'esprit Mmh. et peu d'esprit critique. Et en tant qu'adulte, je fais peut-être une transgression au niveau sentimental. On le voit bien, cette espèce de dépendance affective. Le lien n'est pas direct, mais ça me fait penser à cette histoire de dépendance de l'autre et de ne pas avoir son avis pour soi, prendre ses décisions pour soi, mais toujours par rapport à l'autre. Et c'est vrai que ce parallèle-là est vite fait et ça nous donne des adultes aujourd'hui qui cherchent à se réapproprier leur soi intérieur au final. Je reviens sur le début parce que j'adore parler de cette anecdote. Au tout début, tu nous parlais de l'espace préparé, une salle de classe Montessori. C'est pas juste des étagères comme ça où on se dit c'est un peu, c'est juste rangé pour être rangé. Il y a un vrai sens, une vraie utilité, un vrai but. Et c'est vrai que c'est la chose qui m'a marquée en tant que maman, dans le sens où le jour où j'ai compris
que l'enfant touche aux choses à la maison, pas pour détruire, pas pour faire exprès de casser le verre. Enfin, premièrement, c'est une découverte. Je vais utiliser le mot exprès dans le sens où il m'a vu utiliser ce verre, l'exemple du verre. Oui, donc il va imiter. Exactement, imiter, c'est pas pour casser le verre de maman en fait. Et on a cette tendance à dire que, surtout en Guinée, l'enfant est mal élevé ou mal, je vais pas dire des mots un peu plus durs que ça, mais que ça ne va pas parce que l'enfant a touché au verre et a cassé le fameux verre. Faut voir la réponse qui est apportée par l'adulte si un enfant casse un verre. Si c'était un invité, Oui. donc un autre adulte qui avait cassé le verre, on lui dirait non, t'inquiète pas, je vais nettoyer. Et lorsque c'est un enfant, on va le gronder, alors qu'un petit enfant, il n'est pas calibré encore, forcément, au niveau moteur, pour tenir bien un verre. Il est déjà dans l'imitation de l'adulte, donc il fait de son mieux. Et puis, malheureusement, de temps en temps, il y a un verre qui casse. Et à ce moment-là, la réaction de l'adulte, elle est fondamentale. Soit l'adulte gronde, et alors, certainement, l'enfant ne va plus oser faire quoi que ce soit. Et au contraire, si l'adulte lui dit, ah bon, ce sont des choses qui arrivent, et viens, je vais te montrer comment on va nettoyer, Oui. et comment on va ranger, parce qu'il y a des conséquences. Et évidemment, si on se trompe, si on casse, on répare, en fait, on va chercher réparation. Et c'est là que c'est l'occasion, la possibilité pour l'enfant d'acquérir une meilleure estime de lui-même, parce qu'il se sent capable. Exactement. Ok. Et on dit toujours aux enfants à l'école, oui, on apprend en faisant des erreurs. On est tous d'accord, l'être humain apprend en faisant des erreurs. C'est comme ça qu'on est calibré. Sauf que, est-ce qu'on laisse les enfants réellement faire des erreurs? Est-ce qu'on leur laisse la latitude d'expérimenter? Voilà. Et ça, je l'ai bien compris. Évidemment, maintenant, je sais que si je ne veux pas que mon fils casse des verres, je les mets ailleurs, je les mets hors de sa portée. Et ça, mine de rien, quand on s'installe en tant que jeune parent, à partir du moment où on sait que la maison doit être adaptée à l'enfant pour notre paix à nous matérielle, que clairement on veut garder nos beaux verres en cristal, on les met hors de portée. C'est déjà quelque chose qui m'a beaucoup soulagée en tant que maman, mais aussi avec cette peur amoindrie de laisser l'enfant aller jusqu'au bout de l'acte et comme tu dis, de la réparation. Alors évidemment, un truc super tranchant, super dangereux, D'accord, on va pas mettre en danger. voilà. Mais un petit verre qui est cassé, lui montrer que s'il prend soigneusement les morceaux et il les met à la poubelle, c'est aussi lui donner l'exemple de OK, quand tu fais quelque chose, tu nettoies, tu répares, tu essuies, et sans parler de bris de verre qui peut paraître un peu dangereux, un verre d'eau qui se renverse sur la table, ne pas avoir cette posture de OK, je vais nettoyer en tant qu'adulte, mais lui donner là, l'éponge et lui montrer une première fois, regarde, tu vois, avec l'éponge, l'éponge, elle aspire l'eau et tu vois que c'est propre. Lui donner, lui aussi, l'occasion de OK, maman, elle a fait ça, elle a nettoyé, moi aussi, je peux nettoyer. Et on se retrouve avec des enfants, et je me souviens de l'expérience de Céline Alvarez et du film Le Maître et l'enfant, exactement, où l'enfant fait, et tu arrives à des moments où, 3-4 ans, l'enfant peut se débrouiller sur des choses où on se dit non, pas avant 7 ans, pas avant 8 ans. Ils ont une autonomie, comme tu dis, qui est, je vais le dire très clairement, qui m'arrange, moi, en tant que parent. En parent super occupé, toujours à faire plein de choses. Si je sais que mon fils de 4 ans peut renverser sa peinture et peut aussi nettoyer sa peinture, clairement, moi, ça m'arrange. Bien sûr, je dis très souvent sur le ton de la plaisanterie, mais il y a un fond de vérité. Je dis, moi, je suis une lazy mom. Et pourquoi? J'ai 3 garçons. J'ai eu des grossesses très rapprochées. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie de tout faire pour eux et je ne leur rends pas service si je fais tout pour eux. Donc, on ne fait pas à la place d'un enfant quelque chose qu'il est capable de faire seul déjà. En fait, on cherche quoi? L'enfant, pour atteindre une bonne estime de lui-même, il a besoin d'être acteur, il a besoin d'avoir des responsabilités, aussi petit soit-il. Évidemment, C'est adapté. Je veux pas mettre dans la tête des gens que ça y est, on a une boniche à la maison qui s'appelle notre fils ou notre fille. qui participent à la vie quotidienne. Exactement. Enfants qui sont capables de De mettre la table, de ranger. de faire la vaisselle, proposer un menu, de faire la cuisine. Montessori, c'est pas qu'une histoire de ménage et de cuisine. Oui, on est d'accord. Mais là, on parle d'autonomie et de participation, en fait, à la vie quotidienne et à la prise de responsabilité. Mais ça va être dans les discussions aussi. On va laisser les enfants, à un moment donné, décider pour eux-mêmes. On pose un cadre. Après, ce qui est important de rappeler, c'est que Montessori, c'est pas, comme je l'ai déjà entendu dans la bouche de certains, c'est pas la vie hippie et le laisser faire et puis sans limite aucune. Il y a des règles, mais il y a des règles de vie
qui sont essentielles dans une école, dans la vie d'une classe, mais qui sont tout aussi essentielles à la maison. Chaque famille élabore ses règles de vie. Chez nous, on fait comme ci, on fait comme ça. C'est à chaque famille de trouver son rythme et ses propres règles. Et dans la société entière, il y a des règles. Donc, on apprend à les respecter. On apprend à tenir des responsabilités devant le collectif aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un groupe classe montessorien, c'est dans une maison des enfants qui accueille les enfants de 3 à 6 ans, on peut avoir jusqu'à 30 enfants. Avec 2 adultes. Il faut imaginer ça comme un espace qui est relativement grand, avec énormément de matériel, et comme une ruche. Donc les enfants sont en activité permanente. On a un cycle de travail de 3 heures suivi. Et les enfants sont en permanence en activité. Ça répond vraiment à leurs besoins. Les enfants sont naturellement super actifs. Ça, on le voit à la maison, hein. On le voit pendant les vacances. Tu les vois rarement juste comme ça, à regarder le plafond, quoi. Oui, il y a un moment donné où un enfant va s'ennuyer, ça arrive. Oui, Et c'est d'ailleurs très bon oui. et très sain qui passe par ces phases d'ennui pour pouvoir mettre en action son imagination et trouver des solutions pour lui-même. Ça n'arrive pas quand le parent allume la télé ou lui trouve des solutions toutes faites. Mais voilà, il y a le mouvement constant, cette activité constante dans un groupe. Donc, ce qui fait qu'on a des règles, oui, mais des règles très importantes dans une classe montessorienne, c'est que je respecte le travail des autres. Je respecte l'activité des autres. Je remets le matériel à sa place. Si le matériel n'est pas disponible, je dois trouver une autre solution. Pas disponible. Ça arrive et ça peut arriver. Parce que c'est l'âge où les enfants, finalement, apprennent à gérer leurs émotions. C'est un âge qui est pas, c'est pas évident. Il y a beaucoup de crises, justement, pour la gestion des émotions, mais Mais au moins, on a des outils pour gérer ça. bien sûr, c'est beaucoup plus simple lorsqu'on a des règles. On n'a pas besoin de beaucoup de règles. Elles sont peut-être, elles tiennent sur les doigts d'une main, et ça suffit pour se référer à l'arrêt et demander le consentement de l'enfant. Et ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est ce côté d'entraide, de coopération Oui. entre enfants, qui naturellement, voilà, un enfant va faire, ça s'est déjà produit devant moi plusieurs fois, un enfant fait tomber une boîte avec des perles. Il faut imaginer toutes les perles qui se répandent dans toute la classe. Il y a toujours spontanément un autre enfant qui vient l'aider à ranger. Et on n'a pas besoin de demander, ça arrive spontanément, tout le temps. Les enfants, naturellement, s'entraident. On perd ça quand on devient adulte, du coup. En fait, si on n'est pas dans un climat qui propose la compétition Oui. comme seule façon d'exister les uns par rapport aux autres, on est dans la collaboration, dans la coopération, ça change tout. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que toute cette proposition pédagogique à la fin, ce dont Maria Montessori rêvait, c'était ce qu'elle appelle aussi une éducation à la paix. C'est qu'en fait, on propose à l'être humain d'être dans un environnement où la compétition n'a pas sa place. Parce que nous sommes tous des individus uniques avec nos manques, nos faiblesses, mais nos points forts, nos talents. Et je dis souvent à des élèves plus grands, j'ai toujours dit, on compare pas des pommes de terre et des carottes. Je vais pas me comparer à toi. On n'a pas grandi au même endroit. On a tellement de choses nous différencient. À quoi ça sert? On ne doit pas rentrer là-dessus. Mais on se complète tous. Et on est tous des êtres humains. Et on a tous quelque chose à apporter à la société. Et c'est là aussi que c'est très intéressant. C'est que Maria Montessori, elle considère que un homme ou une femme accomplie qui a révélé tout son potentiel dans son parcours, c'est quelqu'un qui va continuer à être dans cet esprit de service à la société, dans cet esprit de contribution. Et on est loin du système individualiste, j'allais dire capitaliste, où c'est chacun pour soi. Et si je peux courir plus vite et marcher sur les autres, c'est tant mieux. Non, là, on propose une vie beaucoup plus harmonieuse où les autres ne sont pas des ennemis, mais des potentiels partenaires de vie, d'aventure en tout cas. Et la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que l'être humain, il va rester bloqué au stade de l'adolescence. Et le stade de l'adolescence, c'est un moment un peu flou quand même, où à la fois on a un besoin de prendre des responsabilités, mais on est en train de se découvrir. Et donc on est très focus sur notre petit nombril. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'adultes qui sont restés bloqués sur cette phase-là. Et donc ils ne sont pas en train de contribuer à la société. Ils veulent prendre, mais ils veulent pas donner. Et dans ce monde, on a besoin de cette double dynamique. C'est je prends, mais je dois donner, je dois contribuer à ma façon. Si on rêve d'un monde meilleur, évidemment. C'est là. Parce que si on veut continuer Sur cette lignée, il n'y a pas de problème, on sait très bien faire. oui, voilà. Ça me fait une transition. Enfin, tu prêches une convaincue avec moi. Et d'ailleurs, j'ai parlé dans l'épisode 4 sur les violences éducatives que le modèle Montessori est adapté et adaptable
au style de vie africain et aux valeurs africaines. Mais en plus, dans l'épisode 9, je suis rentrée un peu plus dans les détails de la vision étatique de l'utilité de l'éducation pro-Montessori. Est-ce que toi, tu aurais des exemples concrets à nous donner sur comment on pourrait faire grandir des générations de Bissau-Guinéens bien ancrés dans leur société, dans leur tradition, tout en étant accomplis individuellement? C'est important de rappeler que la proposition de Maria Montessori, elle est universelle, parce qu'elle touche à l'être humain, mais en aucun cas, c'est une proposition qui viserait à gommer nos différences. C'est ce que j'ai adoré là-dessus, ouais. Voilà, il ne s'agit pas de créer des êtres formatés, identiques et sans culture. J'en ai parlé, je te coupe, pardon, dans l'épisode précédent où je cite un film qui s'appelle Scolariser le monde, le dernier fardeau de l'homme blanc, où on se rend compte que la méthode d'éducation qui a été répandue Colonisation. exactement avec la colonisation fait que on gomme complètement cette culture, ces racines. Et donc, en fait, les grands-parents se retrouvent, les parents se retrouvent démunis parce qu'on leur a mis dans la tête que l'école, c'est ce qu'il faut, l'école, c'est l'avenir, l'école, ça va donner un bon avenir à vos enfants. Mais derrière, il n'y a plus personne pour labourer les champs, il n'y a plus personne pour prier les différents dieux que chacun prie, il n'y a plus personne pour honorer sa terre locale. Et tout le monde veut soit aller à la ville, ou pire, aller ailleurs et surtout en Occident. Et on se rend compte dans ce film que tout le monde est identique. C'est du copier-coller et c'est l'héritage de l'école coloniale. Mais c'est rien d'autre que le système qui est toujours en vigueur, ce que j'appelle le système conventionnel traditionnel. En Occident, c'est clairement ça. C'est que c'est même dommage, même pour les Occidentaux qui, qui profitent, non, le mot n'est pas bon, qui subissent une école où j'ai grandi aussi. C'est l'école où je me suis profondément ennuyée aussi. Mais je suis qui dans toute cette masse? On gomme tellement les talents, les différences culturelles, sociales. Il y a un moment où, riche ou pauvre, grand, petit, gros, maigre, peu importe, avec des langues maternelles ou pas, on a tous des richesses. Le système traditionnel ne met pas ça en valeur du tout. Et si on veut éduquer à la paix, c'est justement éduquer à cette différence-là. Oui. Et c'est là où Montessori... Pour moi, comme richesse. Exactement. Mais aussi parce que l'enfant, là où il grandit, il va s'adapter à sa culture, à sa propre culture. Donc, on ne peut pas le couper de sa culture. C'est criminel. Donc, la dimension culturelle, elle est fondamentale chez Maria Montessori. Et si tu vas au Japon, dans une maison des enfants, toute la partie appelée, toute l'aire de la classe qu'on appelle vie pratique, ça pourrait s'appeler vie culturelle, puisque ce sont des activités de la vie quotidienne, donc ils sont profondément culturels. Et ce sera complètement différent de la classe ici de Ciment Divida, où on va trouver un mortier, un pilon, la théière pour le warga, des objets culturels propres à la culture. Ça, c'est très important. Maria Montessori, elle croyait vraiment que l'homme, et d'abord l'enfant, doit être de son milieu culturel et de son temps, ancré dans ses racines, mais prêt à s'adapter au monde de demain, parce qu'on ne le connaît pas, le monde de demain. On ne sait pas de quoi sera fait demain, mais nos enfants, ils doivent pouvoir s'adapter à ce monde qui nous vient. Et il est clair que pour pouvoir être adaptable à ce qui vient, on aura besoin d'enfants et donc de futurs adultes avec un esprit critique, avec cette possibilité de penser en dehors des cases, d'être force d'innovation, avec des imaginations brillantes, et pas des gens qui vont prendre le copier-coller comme must. Parce que ce que moi j'observe ici, et depuis le temps que je vis ici à Bissau, et ce que je regrette beaucoup, c'est que souvent, je me dis, dans le monde entier, on a tellement d'exemples, d'expériences positives, tout comme négatives, et on peut s'inspirer, mais on doit, je crois que c'est très important que les Bissau-Guinéens, fidèles à leur culture, fidèles à leurs valeurs, puissent inventer un demain qui leur ressemble, mais pas copier-coller des pratiques ou des façons de faire qui n'ont rien à voir avec eux. Ce que j'oserais imaginer dans un gouvernement Kinetopia, j'aimerais vraiment pouvoir mixer cette culture que l'on perd, qu'on le veuille ou non, Montessori ou pas, on est en train de perdre
nos cultures de par le métissage, par le brassage, par l'innovation et autres, le temps qui passe. Mais je me souviens d'un exemple d'une école en Scandinavie, alors c'était peut-être pas Montessori, mais en tout cas, où les enfants très jeunes avaient des activités purement culturelles de Scandinavie, tu vois. Vraiment, alors je vais prendre un cliché, vraiment, je me souviens plus, je crois que c'était couper du bois, mais j'imagine qu'aller pêcher du saumon, en Finlande, mais désolée pour le gros cliché, mais c'est vraiment quelque chose où culturellement, il y a quelque chose derrière. Il y a une fierté familiale ou pas ou et donc ici, je vois, Tradition ou un voilà, artisanat ou une, exactement. On sait que derrière l'artisanat, il y a les mathématiques. Je sais pas, de la poterie, il y a aussi des mathématiques, il y a aussi, il y a de la chimie, enfin, tout ça, ça fait que enfin, pour moi, on peut récupérer cette fierté d'être bissau-guinéen et d'être Fula, Mandiakou, Balanta, Pepel et autres, en intégrant nos cultures au sein de la classe et au sein de l'école et je trouve que Montessori est vraiment cette porte ouverte, accueillante à cette culture. C'est pas forcé, comme on aurait pu le sentir, dans les écoles, occidentales où oui, on a notre petite semaine de la diversité où chacun amène un petit truc. Là, tu me diras si je me trompe, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen de faire une école guinéenne, bissau-guinéenne, comme on aurait pu faire une école, malienne, japonaise, suédoise, et vraiment rester suédois, rester bissau-guinéen, rester sénégalais et ne pas se confondre avec cet universalisme où, on sait tous mettre tout. Exact. qui veut gommer les différences culturelles. Et ce qui fait que en Europe, malheureusement, la culture, elle est de moins en moins vivante et elle est devenue ce qu'on appelle du folklore. Et donc, Tellement triste. les gens ont perdu énormément de savoir-faire, tout comme les langues. Hein. Oui, les langues aujourd'hui, en France, C'est encore un autre débat, mais c'est emblématique. la culture, c'est vivant. Donc, à partir du moment où on la préserve, la culture, c'est quoi? C'est la langue, c'est la musique, et c'est les arts, c'est l'artisanat, c'est tous les savoir-faire locaux. Donc, faire en sorte qu'ils restent vivants et que la culture reste vivante, il faut qu'elle puisse se transmettre. Et voilà, donc l'école, c'est le lieu de transmission par excellence. Ça devrait être le lieu de transmission par excellence. J'adore ça quand je vois ma collègue qui montre aux jeunes enfants comment on fait du crochet, même si peut-être c'est une pratique culturelle qui a été importée. De toute façon, on subit des influences et ça aussi, c'est une richesse. J'adorerais voir un enfant balanta et pas que, un enfant qui vit ici, par exemple, faire du crochet et faire les fameux bonnets rouges alors c'est les balanta et les pépelles. Vraiment voir que, OK, je fais quelque chose, mais c'est toujours en lien avec qui je suis, qui ma famille est et où est-ce que je vis. Ce crochet qui demande de la dextérité, donc l'enfant en a besoin, le comptage parce qu'il faut compter. Bon, je ne connais rien en crochet, ça c'est ma maman qui en faisait beaucoup. Et te dire que le résultat de ça, c'est quand même ce lien-là avec ma culture, je trouve ça merveilleux, enfin je trouve ça enthousiasmant en tout cas. Et c'est pour ça que je reste une fan de Montessori et j'aimerais que ce pays un jour, et on dirait le monde, mais en tout cas je vais me concentrer sur la Guinée-Bissau, puisse vraiment développer ça à fond parce que pour moi, c'est l'une des solutions pour récupérer nos cultures de manière entre guillemets facile, je mets ça entre guillemets, mais du peu qu'il nous reste, avoir des parents qui interviennent et même les éducateurs qui puissent transmettre ces choses-là, tu parlais de la transmission, c'est clairement ça. Et ne pas attendre jusqu'aux vacances et attendre d'aller jusqu'au village pour aller voir la grand-mère, pour qu'elle nous enseigne quelque chose. Là, directement à l'école, on a ce terreau qui est déjà là et qui ne demande qu'à être utilisé. Je me répète, c'est enthousiasmant. Bon, vous comprenez en tout cas maintenant d'où vient ma vision pour une éducation plus inclusive, plus africaine et plus respectueuse de chacun pour une meilleure société. C'est sa faute à elle. Charlotte, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter à Cimente di Vida pour la suite? Avant de répondre à ta question, c'est la faute de mes enfants. Tout ça et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans cette vie. Je suis vraiment très, très fière. Je dis pas que c'est parfait, c'est pas parfait, hein. On est tout le temps dans cette dynamique et c'est ça qui est chouette avec Montessori, c'est que
c'est pas figé et on est toujours dans cette réflexion. On est toujours dans l'observation des enfants, de se poser les bonnes questions, de se poser des questions et d'essayer de trouver des solutions. Et cette démarche-là, elle est vraiment enthousiasmante, elle est vivante. Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Semente di Vida? Dans immédiat, j'espère que les enfants qui sont inscrits dans cette école puissent poursuivre leur scolarité au moins jusqu'à la fin de l'élémentaire. Mon fils a 6 ans là. Voilà, j'ai pas envie de le mettre dans une autre école, vous le savez, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'ai pas envie de le faire sortir. Évidemment, je préférerais trouver des enseignants Montessori en Guinée-Bissau, mais il n'y a pas de formation. Et c'est ça le gros challenge. Personnellement, j'ai dû faire mes formations. Je suis allée en Gambie et jusqu'au Portugal pour me former. Ça coûte un bras, faut dire la vérité. Mais il y a des centres de formation en Afrique du Sud. Voilà, il n'y en a pas assez. Il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent sur le continent africain, beaucoup plus dans les pays anglophones. C'est beaucoup plus connu et apprécié côté anglophone. Mais au Sénégal, ça commence à fleurir énormément. Il y a du monde qui se forme. On peut aller se former jusqu'en Inde. On a besoin de plus d'éducateurs, de guides et d'enseignants montessoriens, évidemment, parce que sans cela, on ne peut pas faire du Montessori. Exactement. Il faut quand même une certaine... On peut être fan comme moi, mais je ne me mettrai pas dans une classe. Ça Ça s'improvise pas, exactement. Et ce sont des formations qui sont extrêmement rigoureuses, mais formidables. Donc j'espère que parmi les auditeurs, il y a des personnes qui Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. qui aient envie de se lancer dans cette aventure. Et donc voilà, Semente di Vida, j'espère qu'elle va continuer à être cette petite école. Je dis petite parce que je crois vraiment qu'une école, elle doit rester à visage humain. Oui. C'est très important pour les enfants, pour les familles. Moi, en tant que directrice, j'ai envie de pouvoir donner un peu de mon temps aux parents qui en ont besoin. On est tous dans cette aventure de l'éducation, que ce soit les parents, et que ce soit les éducateurs. Et on travaille ensemble. Lorsqu'une école a une taille humaine, on a ce temps. Et c'est très, très important. C'est fondamental pour les enfants. Donc, grandir, oui, mais on ne va pas grandir. Voilà. Semente di Vida restera une école à visage humain. Et ce que je souhaite à Semente di Vida, c'est qu'un jour, elle vole de ses propres ailes sans Charlotte, qui peut-être ira voler de ses propres ailes ailleurs. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Mais qu'en tout cas, ici, il y a des Bissau-Guinéens, ou des passionnés qui veuillent reprendre le relais. C'est pas une question de... Ça, il faut que ce soit clair. Pour moi, c'est très, très clair. C'est pas une question... c'est pas Charlotte. Charlotte, elle a une vision, j'ai des convictions, c'est évident. Je crois en ce que je fais, je crois en Montessori, je le vois, je vois les enfants fleurir au quotidien, donc évidemment que je suis convaincue, c'est super évident. Mais voilà, c'est pas une question de personnalité. Il y a plein d'autres personnes qui pourront continuer ce chemin. En tout cas, pour la Guinée-Bissau, j'espère, et une des prochaines étapes, c'est de créer Montessori pour tous, Montessori para todos, pour qu'en Guinée-Bissau, on ait beaucoup plus de projets montessoriens. J'ai accompagné une ONG qui a travaillé avec des écoles communautaires en ce sens, et ça fonctionne super bien. Donc, il y a énormément de choses à faire pour répandre Montessori, parce que finalement, elle rend les enfants heureux, autonomes. C'est la Guinée-Bissau de demain, c'est le monde de demain, c'est la société de demain qu'on construit dès l'enfance. C'est fondamental qu'on investisse nos efforts pour la petite enfance. On a lancé une cagnotte parce que c'est quand même très compliqué de pouvoir être financièrement tout à fait autonome. C'est une petite école, on ne reçoit pas de subvention. Voilà. Alors, il y a plusieurs appels qui ont été lancés là. Premièrement, à tous les Bissau-Guinéens auditeurs de ce podcast, si vous êtes déjà dans l'éducation, si vous voulez faire une reconversion, et si en plus vous avez le souhait, le rêve de rentrer en Guinée, dirigez-vous vers Montessori, allez toquer la porte par là-bas. Il y a peut-être des choses à faire. Et ensuite, plus proche de nous en tout cas, cette cagnotte qui est en ligne, vous verrez vous aurez le lien quelque part dans la description.
Ne tardez pas parce que du coup, Simène Tedvide a besoin de cet argent pour cette rentrée de septembre 2025. Je clôture cette interview super inspirante en annonçant la fameuse bonne nouvelle à laquelle on avait parlé il y a très très longtemps. J'espère que tu t'en souviens, Charlotte. De ce programme radiophonique que j'aimerais vraiment que tu fasses parce que tu parles créole. Et donc là, oui, chez Guinétopia, on parle en français pour l'instant. Mais si on veut être ancré dans ce territoire-là, il va falloir parler au plus grand nombre ici, aux Bissau-Guinéens sur place. J'adorerais entendre Charlotte dans son programme radiophonique en créole qui nous parlera de cette méthode en profondeur et sur plusieurs épisodes. Oui, on parlera de développement des enfants, on parlera de parentalité, super important. On parlera de communauté aussi, parce qu'on a besoin d'être soudés. Les fameux villages. Oui, on a besoin de ce village pour éduquer nos enfants. On ne peut pas le faire seul. Ça ne correspond pas à notre nature. Ça va permettre à la population bissau-guinéenne d'être plus sensibilisée aux besoins naturels de l'enfant, à sa place dans la société. Quelles seront les retombées de cette éducation dans notre société de demain? Vous l'avez entendu dans mon épisode 4, à quel point la société bissau-guinéenne peut être violente. Alors oui, ça existe partout. Mais ici, je pense qu'on est à un niveau, malheureusement, d'ignorance qui est flagrant. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'attends avec impatience parce que ça peut vraiment faire des étincelles dans la tête des gens et dans les yeux des parents et des enfants pour avoir une société plus apaisée, moins dans la confrontation, pardon, et plus libre, plus libre. C'est les Ivoiriens qui disent, on se sait, on se connaît. Ici en Guinée-Bissau, on a des problèmes et il va falloir les régler. Et donc si notre génération à nous de trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires là, ne peut pas régler ces problèmes-là, il va falloir préparer nos enfants à le faire dans la coopération, dans l'enthousiasme, dans la joie, dans je vais dire la plénitude. C'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas, je veux voir des enfants et des jeunes adultes qui savent où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire de leur vie, et pas seulement faire pour faire plaisir, mais parce que eux, profondément, ont cette joie et cet appel pour tel ou tel métier. En tout cas, c'est le souhait que j'ai pour notre Guinée-Bissau. Donc voilà, en tout cas, Charlotte, merci beaucoup. Merci à toi, vraiment. Vraiment, c'était top. On parle très souvent toutes les deux off et j'avais vraiment envie que tu sois la première, surtout sur l'éducation, surtout sur Montessori, la première invitée de Guinétopia. Donc, je suis très, 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 très heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.